Mais tout d'abord, à la veille de la journée de lutte pour les droits des femmes, ces dernières sont donc invitées à faire grève. Des piquets sont installés en plusieurs endroits, comme sur le campus de l'Université libre de Bruxelles où nous attend Laurent Van de Berg. Alors le but, c'est de montrer que lorsque les femmes s'arrêtent, eh bien, tout s'arrête. Oui, Ophélie, une grève, c'est pour les étudiantes finalement une manière de faire comprendre les injustices qu'elles peuvent vivre en tant que femmes. Alors, quelques exemples cités ici sur le campus de l'ULB. Il peut s'agir par exemple de manque de prise en charge financière d'étudiantes ou de doctorantes malades. Il peut s'agir aussi de discrimination qui peut exister à l'encontre d'étudiantes de confession musulmane portant le voile. Il peut aussi s'agir d'injustices liées au corps avec l'absence d'étudiantes qui souffrent de douleurs menstruelles. Il n'existe pas de dispense pour elles afin de ne pas assister aux cours obligatoires. Derrière moi, vous le voyez, il y a un piquet de grève qui est donc tenu, qui bloque l'entrée principale du campus. Je vous propose d'écouter Lucie. Elle est membre du collectif 8 mars. Bloquer l'ULB, c'est bloquer l'économie de l'université pendant un jour, c'est empêcher les cours de se produire, c'est faire du bruit, montrer à des étudiants et des professeurs qui ne sont peut-être pas concernés par la cause qu'on est là, qu'on a des revendications, et c'est montrer que voilà, l'ULB, si les femmes s'arrêtent, la vie s'arrête, l'ULB aussi, les travailleuses, les étudiantes s'arrêtent, et qu'on est importante et que donc il faut nous respecter et il faut prendre en compte nos revendications. Alors ce piquet n'est pas le seul puisque le collectif se déplace de piquet de grève en piquet de grève en vélo ou en bus. Notamment sur les piquets, il y avait l'ambassade d'Iran pour dénoncer les conditions de traitement des femmes dans ce pays. Il y a également l'hôpital Saint-Pierre où des soignantes sont présentes. Une grève qui est donc organisée un peu en avance, un vendredi, puisque hasard du calendrier, eh bien, le 8 mars tombe cette année un samedi. Dans le viseur également de ces étudiants, de ces femmes travailleuses, eh bien, il y a aussi les mesures du gouvernement Arizona. Merci beaucoup Laurent. Et puis justement, les femmes sont au cœur de l'enquête de la rédaction cette semaine. Nous nous sommes penchés sur ces réformes Arizona, notamment la réforme des pensions. Quel impact sur les travailleuses? Les nouvelles règles seront-elles plus avantageuses? Réponse avec Mickaëlie Georgiadis et Romane Bonnemé. L'impact sur la réforme des pensions, pour moi, ça ferait que j'aurais une petite pension parce que je travaille mi-temps. Et si le bonus-malus passe de l'Arizona, je vais quand même perdre pas mal de centaines d'euros. Dans son accord de majorité, le gouvernement Arizona souhaite réformer le système des pensions avec un objectif clair, récompenser ceux qui travaillent. Aujourd'hui, on va s'intéresser à celles qui travaillent. Les femmes gagnent globalement moins que les hommes et elles ont davantage des carrières interrompues ou à temps partiel pour s'occuper des enfants. Résultat, elles perçoivent des pensions 26% plus faibles que celles des hommes. Alors, cette réforme va-t-elle résorber ou accroître cet écart? On va aller voir ça. À 46 ans, Gladys travaille comme puéricultrice depuis 19 ans. Après sa deuxième grossesse, elle est passée à temps partiel pour s'occuper de ses 2 garçons atteints de troubles du développement. Mais suite à un accident du travail et 11 mois d'arrêt l'année dernière, elle est aujourd'hui épuisée. Je n'envisage pas de travailler jusqu'à 67 ans parce que le travail est assez lourd. Déjà, je travaille mi-temps, ce serait déjà une petite pension. Et si ce malus pension va passer, s'il passe, on va dire, ce sera encore un plus gros impact. Je vais quand même perdre pas mal de centaines d'euros dans ma pension. C'est quoi ce malus dont parle Gladys? Le gouvernement prévoit que la pension des personnes qui souhaitent partir avant 67 ans, mais qui n'ont pas 35 ans de carrière, soit réduite progressivement de 2 à 5%. Aujourd'hui, 1/3 des femmes a travaillé au moins 30 ans contre 2/3 des hommes. Mais ce n'est pas tout. Avec ses 3 grossesses et son arrêt maladie, Gladys pourrait aussi subir une autre mesure de cette réforme, la limitation des périodes dites assimilées, comme les congés maladie, de maternité ou le chômage, dans le calcul de sa pension. Globalement, aujourd'hui, les femmes ont en moyenne beaucoup plus de périodes assimilées au cours de leur carrière que les hommes. C'est pourquoi la Fédération générale du travail reproche à cette réforme d'ignorer la spécificité des carrières des femmes. Elle est même sanctionnée d'une certaine manière. Bien souvent, c'est encore malheureusement la femme qui interrompt sa carrière ou qui doit travailler à temps partiel pour pouvoir assumer cet âge complémentaire. C'est aussi les femmes que l'on retrouve majoritairement dans les malades de longue durée. Alors, on a demandé au gouvernement si les congés maladie allaient bien toujours être pris en compte dans le calcul de la pension. Voici sa réponse.
Ce gouvernement attache une importance particulière aux périodes de travail informel, qu'il s'agisse de soins pour enfants ou pour un autre membre de la famille. Toutes les périodes de congé avec un motif de soins sont assimilées et en plus sont honorées comme des périodes effectivement travaillées. Et pour les femmes qui ont peu ou pas travaillé et qui dépendent donc encore de la pension de leur mari, la Ligue des familles voit aussi cette réforme d'un mauvais œil. Alors dites-moi, dans cette réforme des pensions, qu'est-ce qui vous inquiète particulièrement, vous, à la Ligue des familles? Alors il y a deux mesures qui nous inquiètent particulièrement. D'une part, la suppression progressive de la pension de survie et d'autre part, la suppression à moyen terme de la pension auto-ménage. En fait, ce sont deux mécanismes de solidarité au sein d'un couple marié. On sait qu'elles concernent majoritairement les femmes, puisqu'on sait que la pension de survie, c'est 91% de femmes qui sont concernées. Mais du côté du gouvernement, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Le taux de ménage continuera à exister pour les pensions minimum. Donc cette réforme ne plonge pas les femmes dans la pauvreté. En 2023, il y avait parmi les nouveaux pensionnés seulement 6% des pensions au taux de ménage et ce pourcentage continue à diminuer d'année en année. On ne va pas rentrer ici dans le débat politique autour de cette réforme des pensions, mais pour comprendre ces enjeux juridiques, on va aller voir un expert en droit social. Donc ici, on pourrait envisager que ces mesures sont discriminatoires, sont la source d'une discrimination indirecte dans la mesure où elles vont atteindre de manière très significative les femmes plutôt que les hommes. Or, les discriminations indirectes en matière de sécurité sociale sont attaquables au regard du droit européen. Cette réforme des pensions, elle n'est pas encore finalisée. Il faudra donc patienter pour voir ses effets. À long terme, cet écart de pension lié au genre, il devrait s'atténuer parce que les travailleuses d'aujourd'hui gagnent globalement plus et travaillent plus longtemps que celles des générations précédentes.